Donc, nous allons commencer avec la partie de Père Olivier. J'espère que vous êtes tous bien installés. N'hésitez pas, pour ceux qui sont arrivés les derniers, à prendre des chaises. Il y en a encore. Hein. Donc, c'est un samedi, donc vous avez aussi besoin, je pense, de vous détendre. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Donc, nous allons procéder comme l'a dit Maria. Pendant 25 minutes, je vais vous donner quelques lignes. Ensuite, pendant un quart d'heure, Maria va compléter, développer certaines choses. Et puis, ensemble, nous aurons l'occasion d'avoir un temps suffisamment long de questions-réponses. Donc, comme je vous disais, je me suis intéressé au gender parce que il m'est demandé de réfléchir aux questions de la famille et du mariage. Et je me suis rendu compte à quel point cette nouvelle façon de concevoir l'humain influence très profondément les mentalités, beaucoup plus qu'on ne le pense à première vue. Ouais, soyez les bienvenus, installez-vous. Je vais aborder la question du gender sous un angle qui n'est pas d'abord sociologique, qui n'est pas sous un angle d'abord politique, ni un angle juridique, ni même un angle psychologique. Tous ces angles, toutes ces approches sont légitimes et elles sont légion, elles sont multiples. Mais je voudrais vous proposer une réflexion philosophique, sous l'angle plus précisément de la question de l'anthropologie. Quel type d'anthropologie philosophique et culturelle sous-tend ces conceptions du gender? Alors, une première objection que vous pouvez tout de suite me faire, c'est de dire il y a tellement de conceptions du gender différentes qu'à la limite, c'est une tellement grande nébuleuse qu'il est difficile de donner une définition unique. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ce que j'ai essayé dans une recherche qui s'est basée surtout sur la littérature féministe anglo-saxonne, donc je cite mes sources, c'est surtout cela que j'ai travaillé, j'ai perçu certaines lignes de force que je voudrais vous partager et qui sont en quelque sorte comme le plus petit commun dénominateur entre tous ces courants. Car en effet, le gender est né dans un milieu essentiellement féministe. Vous savez qu'il y a plusieurs formes de féminisme, hein, le féminisme libéral, le féminisme socialiste, communiste, il y a plusieurs types de féminisme. La théorie du gender a été élaborée, s'est développée à l'intérieur d'une matrice, si je peux parler ainsi, essentiellement féministe d'un certain type, ce qu'on appelle les féministes radicales, qui entendent aller à la racine des choses et proposer une nouvelle vision de la réalité. Ces féministes étant, pour en grande part, en tout cas celles qui ont travaillé le gender, des sociologues. Donc c'est intéressant de voir l'univers dans lequel c'est déployé. Une date à retenir, 1995, c'est la date à laquelle ce concept de gender qui était relativement discret ou qui était confiné à certains laboratoires intellectuels est apparu soudain sur la scène publique à l'occasion de la 4e conférence de Pékin, 4e conférence organisée par l'ONU sur la question de la femme. Donc c'est à ce moment-là que tout d'un coup, cette nouvelle conception s'est révélée au grand public et s'est développée et a pris une ampleur tout à fait étonnante, puisque aujourd'hui, je pense que Maria en parlera tout à l'heure et elle est mieux placée que moi pour le dire, le concept de gender est l'anthropologie minimaliste qui sous-tend en fait beaucoup de politiques internationales, beaucoup de politiques nationales, aussi sous-tend toute une grande réflexion juridique, sous-tend des programmes scolaires. En faisant un tour ici, j'étais impressionné de voir la diversité des compétences qui sont présentes. Eh bien, je pense que tous, d'une façon ou d'une autre, vous rencontrerez ou vous avez rencontré cette nouvelle façon de concevoir l'humain. Alors, dans ces 25 minutes, nous n'avons pas énormément de temps, donc je vous propose simplement 2 points. Le premier, je voudrais percevoir avec vous, mais quel serait
la clé de compréhension philosophique de ce type de conception de l'humain. Donc, ce que j'ai appelé l'axiome de base du gender, de la théorie radicale du gender. Alors, je dis théorie radicale du gender parce qu'en effet, il y a beaucoup d'études de genre et toutes n'ont pas la même conception que cette théorie radicale du gender. Donc, je vais me confiner, on pourra en reparler dans les débats si vous voulez, mais je vais me confiner, me réserver à vous parler uniquement de la théorie du gender radical. Et il y a des études du genre que je vais essayer de situer après, et qui sont immenses, il y a une littérature immense au niveau mondial à ce niveau-là, que je vais situer après dans la conclusion. Et dans un deuxième temps, je vais dégager avec vous, après avoir vu l'axiome de base, un corrélat principal, à savoir l'ambiguïté du gender hétéro. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de me mettre dans la mentalité gender radicale. Voilà. Alors, donc, l'axiome fondamental, c'est en fait le retour d'une forme assez forte de dualisme entre le corps et l'esprit, ou pour être plus précis, entre ce qui relève du sexe, qui est identifié à du pur biologique, et du culturel construit. Donc, si vous voulez, il y a une distinction et même une séparation de ce qui relève du biologique et de ce qui relève de l'humain ou du culturel. Ça, c'est vraiment le point, me semble-t-il, la clé de compréhension de cette nouvelle anthropologie à bien saisir. Et donc, dans cette perspective, on dira il faut distinguer le mâle du masculin et le féminin et le femelle du féminin. Depuis des millénaires, mâle et masculin coïncident, mais pourquoi ? Pas nécessairement. Autant le mâle est de l'ordre du biologique, autant le masculin est le fruit ou le résultat d'une construction sociale, et donc on pourrait très bien construire les choses autrement. Même chose, femelle et féminin. Oui. Donc ça, c'est vraiment le point très très important à bien percevoir, c'est ce dualisme. Donc nature et culture, loin de s'inscrire dans la prolongation l'une de l'autre, entretiennent un rapport de juxtaposition, de coexistence, parfois même d'opposition. Je me sens homme ou je veux être homme et je suis dans un corps de femme. Comment faire ? Et réciproquement. L'élément donc qui est déclaré essentiellement humain est donc l'élément du gender. Voilà, c'est ce qui est déclaré comme tel, déterminant pour l'humain. L'homme et la femme apparaissent exclusivement comme les conséquences de construction sociale. Ils se définissent donc comme des produits conventionnels, comme des phénomènes artificiels, comme des inventions historiques, comme des fonctions ou des rôles exécutés sur la scène du monde. En elle-même, et ça c'est, si vous voulez, avant de critiquer, il faut essayer de comprendre, mais je vous livre tout de suite le point qui pose question pour le philosophe. Donc vous voyez, je ne parle pas ici en tant que croyant, je suis prêtre, bien sûr, mais je parle uniquement ici en tant que philosophe, c'est-à-dire en faisant exclusivement appel aux forces de la raison, et je ne fais pas appel à une révélation extérieure. Ça va ? Tout mon discours va se situer sur ce plan-là. Donc ça veut dire que je peux discuter avec un philosophe qui bouddhiste ou athée, etc., en stricte raison. Donc, le point qui pose question, c'est
la conception ou l'intuition selon laquelle les catégories de masculin et de féminin ne sont nullement fixées par la différence sexuelle. L'être humain naît neutre, entre guillemets, au niveau culturel, il devient homme ou femme uniquement par les processus de socialisation. Le mot important est uniquement. C'est clair que l'homme ou la femme que vous êtes devenu est le fruit d'un processus de socialisation. C'est clair et net. Nous avons construit notre identité sexuée en fonction des modèles que nous avons rencontrés, non seulement masculins d'ailleurs, mais aussi féminins. On s'est déterminé par rapport à non seulement notre père, mais aussi des amis, nos professeurs, des modèles qui nous sont présentés à la télévision, etc. On a élaboré notre identité masculine ou féminine en fonction des modèles sociaux rencontrés. Ça, c'est clair. Le problème, consiste à dire, mais finalement, selon la théorie radicale du genre, nous pouvons construire notre genre indépendamment presque de notre sexe. C'est-à-dire que c'est une sorte de toute-puissance de l'autoconstruction de soi par soi, ou plutôt de la construction culturelle de notre identité. Ça va ? Et donc, selon cette théorie, c'est le gender créé par l'individu dans sa libre autodétermination de lui-même par lui-même, ou bien par la culture, donc c'est une façon de dire par l'autodéterminisme ou les déterminismes culturels. C'est par le gender donc que se crée la véritable identité des individus. Les corps ou le sexe ne sont que les substrats individuels neutres façonnés par les genders. On parle de écrire son corps. Ce qui est juste en partie aussi. Je veux dire, on a le corps aussi, le visage qu'on s'est sculpté face aux relations qu'on a eues, etc. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que notre corps n'a vraiment aucune signification par rapport à notre identité et à la construction de cette identité. Ces genders, ces constructions sociales sont multiples. On peut dire qu'il y en a 5 ou 7, ça dépend des auteurs. Il y a 5 ou 7 constructions sexuelles. Alors, il y a la construction homosexuelle, le gender homosexuel, lesbien, transsexuel opéré ou non opéré, hétérosexuel, bisexuel, indifférencié. Oui, j'ai pas oublié l'hétérosexuel, non, il est là aussi. Donc, vous voyez, la construction hétérosexuelle est une construction possible parmi d'autres. Et nous verrons que c'est une construction par nature ambiguë. Vous percevez peut-être déjà spontanément pourquoi. C'est parce que la construction hétérosexuelle tend à ne pas faire suffisamment de différence entre le masculin et le mâle et le féminin et le femelle. Mais je reviendrai tout à l'heure. Donc de ne pas suffisamment respecter ce dualisme constitutif de la théorie du gender et qui n'est pas discutable en quelque sorte. Ces constructions sociales prétendent sortir, remarquez-le bien, du monde binaire de concevoir la réalité. Homme-femme, mâle-femelle, il faut. Non à l'hétérocentrisme ou à l'hétérosexisme. Oui aux comportements sexuels alternatifs, qui ont une légitimité au moins équivalente à celle du modèle actuellement dominant. Je suis désolé de vous annoncer que l'éternel féminin, l'éternel masculin et leurs relations mutuelles ne sont que des fantasmes socioculturels, non des réalités ontologiques et normatives. Ça va ? Entraînées par leur logique, certaines féministes radicales affirment que le nombre de ces identités est bien plus élevé. Pour Marie-Hélène Boursier, par exemple, les genders ne sont pas 2, 5 ou 7, mais innombrables. C'est logique, vous comprenez ? À partir du moment où le gender résulte d'une autoconstruction de soi par soi, mais pourquoi le limiter à 5 ou 7 ? Alors, comme c'est une théorie qui veut s'imposer partout, il y a toute une stratégie politique et juridique là derrière. Et donc, il y a certains genders qui sont actuellement trop transgressifs.
Et donc, il ne faut pas promouvoir. Mais si on ne les promeut pas, ce n'est pas en vertu de la théorie elle-même du gender, mais c'est parce que ça desservirait la cause. Vous voyez le point, hein, De ce point de vue-là, les théories du gender radical sont directement héritières du marxisme et d'une certaine forme aussi d'ultralibéralisme. Il s'agit vraiment de transformer le monde. C'est quelque chose qui est important à bien voir, hein, avec des stratégies, mais là, je n'y connais pas grand-chose, mais Maria pourra vous en parler avec beaucoup plus de précision, dossier à l'appui. Vous connaissez la fameuse phrase de Marx, on a suffisamment parlé du monde, maintenant il s'agit de le transformer. Il y a vraiment un objectif de transformation. C'est pour ça qu'il vise les lieux de pouvoir et voilà, avec enfin, il ne faut pas non plus, je ne suis pas en train de parler d'une théorie du complot, entre guillemets, mais je suis en train de parler d'une idéologie qui a son timing et sa propre logique de développement. Chaque individu peut construire et inventer sa propre sexualité originale et incomparable. Il n'y a ni 2, ni 3, ni 4 genders, mais une infinité de choix possibles, dit Marie-Hélène Boursier. Quel que soit son substrat sexuel biologique de base, l'humain doit choisir son gender et son fonctionnement sexuel. Et ce choix peut évoluer au cours de la vie. Ça va ? Ici, nous sommes simplement dans une phase de compréhension. Hein. Et j'ai été personnellement frappé de voir qu'au-delà de l'extraordinaire pluralité d'expression de ces théories, il y a une logique extrêmement forte et finalement extrêmement simple, qui est comme telle irréfutable dans les différentes étapes de son développement. Si on veut la réfuter, si on veut en discuter avec elle, il faut soit en discuter à partir de son postulat de base, soit pousser la théorie jusqu'à ce qu'elle arrive à se contredire elle-même. Voyez, c'est le fruit. Enfin, moi, ma thèse, hein, c'est qu'il s'agit d'une idéologie, hein, et comme telle, une idéologie, elle est cohérente. Hein. Et donc, si on veut discuter avec elle, eh bien, il faut bien percevoir le point de départ. Si on accepte ce point de départ, à savoir la séparation, pas simplement la distinction. La distinction, la plupart des gens qui promeuvent cette théorie-là, en fait, ont dans la tête qu'il n'y a qu'une distinction entre le sexe et le genre. J'appelle les tenants du genre modérés. Et la plupart des études, hein, pourquoi est-ce que il y a si peu de femmes dans les études d'ingénieurs, etc., etc. Ils utilisent le concept de gender, etc. C'est parce qu'ils ont une conception modérée du gender où ils font une distinction, mais pas une séparation entre le biologique et le culturel. Mais le gender radical va beaucoup plus loin. Il va jusqu'à une séparation. Et au profit du gender et du culturel socialement construit, voyez, en disant finalement c'est ça la dignité de l'humain. Et donc, d'un point de vue philosophique, nous passons d'une théorie dualiste à une théorie idéaliste. Il m'a été donné de travailler beaucoup dans l'idéalisme allemand. C'est assez impressionnant de voir D'ailleurs, je pense que Judith Butler a travaillé. Il faudrait que je revérifie ça. Hein, des questions de. Donc, l'idéalisme, ça c'est vraiment une caricature très forte que je fais. Hein, l'idéalisme consiste à affirmer le primat absolu de l'esprit sur tout le reste. Oui, hein, une sorte d'absorption de l'esprit. Voilà. Alors, ce qui est impressionnant, c'est de voir que cette conception anthropologique fait éruption après le XXe siècle, où nous avons eu des magnifiques philosophies du corps qui ont été pensées. Hein. C'est assez impressionnant. Quelqu'un comme Merleau-Ponty ou d'autres. Il y a Jean-Paul II aussi, bien sûr, mais dans le monde non catholique, il y a eu il y a une philosophie du corps qui est très forte. Il y a eu récemment à Rome un colloque auquel j'ai participé, un congrès auquel j'ai participé, où on approchait la réalité esprit-corps à partir de différentes expériences. Par exemple, celle de la musique,
ou celle de la compassion, toute une conférence sur la compassion, hein, qui est une attitude qui implique nécessairement l'engagement du corps. Penser la compassion comme un pur produit de l'esprit n'est pas pensable jusqu'au bout. Enfin voilà. Donc vous voyez, voilà. Alors, voyons maintenant son corrélat. Ouh là là, le temps passe vite. Son corrélat principal, j'ai encore 10 minutes, c'est l'ambiguïté du gender hétérosexuel. Donc vous avez compris, me semble-t-il, c'est vraiment une clé intéressante. Hein. Dans le livre que j'ai écrit à ce sujet-là, j'ai développé cela évidemment, hein, cette approche du fondement philosophique, des fondements ou du fondement philosophique de cette théorie du gender radical, et j'ai aussi poussé jusqu'à l'extrême, hein, pour pouvoir discuter, dialoguer avec les tenants de cette théorie. Bon. Donc, voyons notre deuxième point, le corrélat principal, les ambiguïtés du gender hétéro. Pour la théorie du genre, les identités sont donc totalement constituées par les genres. Or, selon cette perspective, le genre hétérosexuel nie en fait cette vérité axiomatique depuis des millénaires à peu près partout sur la Terre, et ce d'un point de vue à la fois pratique et théorique. Pourquoi ? Eh bien, disent ces tenants du gender radical, le gender hétéro utilise des faits purement biologiques, le sexe mâle et le sexe femelle, pour asseoir son pouvoir sur les autres genres et les dominer. Il s'empare de données naturelles pour revendiquer le droit à être le seul gender légitime. D'accord ? Au niveau scientifique, culturel, social, politique et même anthropologique, métaphysique et religieux. Il s'impose comme unique naturel et condamne impitoyablement les autres genders à la marginalité, à la pathologie et à l'immoralité. Comprenez la logique, hein ? À sa manière, la théorie du genre reconnaît ici que quasi toutes les sociétés sont basées sur la différence des sexes. Mais au lieu d'y discerner un donné positif, porteur de vie, elle y voit une intervention qui fausse tout et génère un monde ravagé par les conflits. Elle propose ainsi une nouvelle lecture des célèbres premiers versets du livre de la Genèse. Vous vous souvenez, hommes et femmes, il les créa, et Dieu vit que cela était très bon. Eh bien, ça c'est moi qui ai transformé ce verset de la Genèse. Gender hétérosexuel, le pouvoir imposa, et cela était très mauvais. Ça va ? Donc c'est une question de pouvoir. Et là derrière, nous avons aussi les conceptions marxistes des relations comme essentiellement des relations dialectiques d'opposition. Ça va ? On ne peut avoir qu'une relation de pouvoir entre les sexes. Et donc c'est ce qui va nécessairement opposer. Le mot amour est assez peu présent. Il faudrait reprendre, et puis il faut voir ce qu'on met sur le mot amour évidemment aussi, mais le mot majeur, c'est empowerment. Je le dis très mal, hein, mais pouvoir. Hein. Le mot amour n'est pas le premier mot qui définit la relation entre les sexes. Et donc, comme la relation homme-femme est nécessairement pensée en termes de pouvoir, et ça crée du conflit, et donc il faut gommer cette différence, fondamentalement. La théorie du gender radical décrète une sorte de péché originel politico-social, l'universelle oppression du gender hétérosexuel. Oui. Il y a une théologie du gender. Une théologie du gender. Les grands responsables de cette vaste entreprise de mystification oppressive sont, désolé messieurs, nous les mâles. Je prends la terminologie pour bien distinguer les choses. Pour assurer leur pouvoir, les individus mâles ont fabriqué des stéréotypes masculins et féminins. Ils ont institué entre ceux-ci des relations de dominateur et de dominé, évidemment à leur profit, selon une vision marxiste ou non de l'histoire. Comment libérer le monde de cette violence dont les femmes sont les premières victimes ? Et vous voyez que dans beaucoup, ce qui sert à faire avancer beaucoup la cause du gender, c'est en fait les femmes opprimées, battues, etc., dans les pays. Ça sert vraiment de fusée de lancement. Hein.
En fait, le féminisme radical sert de fusée de lancement à une théorie qui est évidemment bien au-delà du féminisme radical. D'où la question, comment établir des relations d'égalité? Autre maître mot de ce genre de réflexion. Et évidemment, la théorie du genre reprend à cet effet des thèses chères aux féministes, socialistes, libérales, marxistes ou issues de la libération sexuelle, les thèmes relatifs à l'inégalité, aux dominations, aux aliénations, aux oppressions, parfois très subtiles et tout à fait réels. Donc, il ne s'agit pas ici de nier ce genre de choses-là. Mais c'est repris dans une certaine dynamique. Alors, les féministes modérés vont objecter non, nous ne sommes pas opposés à l'hétérosexualité, mais seulement à ces injustices cachées ou étalées au grand jour. Alors, à cette objection-là, les féministes radicales vont répondre « La racine de tous les maux n'est pas le gender hétérosexuel en tant que tel. Celui-ci est aussi un gender. À ce titre, il a le droit à l'existence et au respect, aux stricte égalité avec les autres genders. Si vous voulez être hétéro, c'est votre droit. Si vous voulez avoir ce comportement-là pour toute votre vie, vous pouvez, ou bien pour une partie de votre vie, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit. Bon, d'accord, on vous reconnaît ce droit-là. Mais le problème, c'est que par sa composition spécifique, donc pour le gender hétéro, il y a une coïncidence stricte entre masculin et mâle, féminin et femelle, entre le biologique et le culturel, entre le sexe et le gender. Donc, par sa composition spécifique, ce gender sera toujours grevé d'ambiguïté. Il aura toujours la tentation de se constituer comme le seul fondé au niveau d'un soi-disant droit naturel ou divin. À chaque instant, il risque de tomber dans une forme ou l'autre de différentialisme qui essentialise, je reprends des mots que vous avez entendus ou qu'on entend à la radio, qui essentialise les différences biologiques mâles-femelles et qui en fait un instrument d'asservissement des autres genders. Il aura toujours une propension à l'arrogance. Donc le gender hétéro aura toujours une propension à l'arrogance, à l'intolérance, à l'hégémonie, à l'impérialisme, à la colonisation, au totalitarisme. J'ai repris ce que je lisais, vous voyez, c'est la même logique. Il convient donc de le surveiller étroitement, de l'encadrer juridiquement et d'éduquer soigneusement la progéniture issue d'un tel gender pour éviter la reproduction de stéréotypes hétérosexistes. La logique est parfaite. Donc les enfants issus d'un gender hétéro sont désavantagés par rapport aux autres, vu qu'ils vont subir la tyrannie du biologique, la tyrannie du gender hétérosexuel, ou plutôt, ils risquent de le subir. Et donc, il va falloir déconditionnaliser les enfants par des programmes scolaires adaptés. Et si les parents veulent s'y opposer, c'est normal que les parents hétéros veulent s'opposer à cela, on s'y attend. Mais il faudra maintenir les parents à distance et obliger les enfants à entendre et à être critiques par rapport aux stéréotypes sexistes imposés par leur famille ou leur famille hétéro, basée sur l'hétérosexualité. Donc c'est logique, vous voyez. Il ne faut pas s'étonner quand on entend des choses comme ça. Voilà, alors, encore un tout petit mot. Pour conclure, la gender théorie repose donc sur l'axiome suivant: le sexe humain est en lui-même insignifiant. Affirmer le contraire, comme le font les différentialistes hétérosexuels, génère bien des violences. Donc c'est en fait le gender hétérosexuel qui est, dans cette logique-là, porteur du plus de violence, de conflits et des aliénations. Comment échapper à cette emprise plurimillénaire imposée par les hétérosexistes? Le salut, selon les radicaux du gender, passe par la déconstruction. Il faut tout déconstruire. Expression centrale notamment dans l'œuvre de Jacques Derrida, philosophe français. Travail de titan. Donc les radicaux du gender appellent à une nouvelle révolution culturelle, politique, juridique, philosophique
totale. Leur objectif, notons-le bien, n'est nullement d'abord et avant tout l'obtention d'une égalité des droits entre hommes et femmes, à la différence des authentiques féministes et de certaines, de beaucoup de tenants du gender modéré. Une telle revendication ne les intéresse pas vraiment et pourrait même, dans certains cas, contrecarrer leurs plans. C'était un des arguments pour lesquels on n'a pas du tout poussé l'allocation parentale pour les mères qui voudraient rester, ou plutôt les mères qui voudraient rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Donc, on voulait laisser le choix. Il y avait des propositions de laisser le choix aux personnes qui souhaiteraient rester à la maison. Eh bien, on a même proposé cette allocation à l'homme s'il le souhaitait. On a évité cela parce que ça allait desservir la cause à terme. L'ambition donc de cette théorie est bien plus radicale et intégrale, emmener les humains et leur société au-delà de la différence homme-femme, au-delà de la différence sexuelle, au-delà de ce qu'ils considèrent comme un insoutenable résidu du colonialisme patriarcal et du machisme tribal. Voilà, excusez-moi, c'est un peu négatif, mais l'intérêt de pouvoir parler ainsi, c'est d'essayer en 25 minutes, de saisir la racine de tout, qui, me semble-t-il, réside dans ce dualisme qui devient une forme d'idéalisme, d'accord ? Et de bien voir que ce n'est pas un idéalisme hégélien, mais que c'est plutôt un idéalisme marxiste, c'est-à-dire que c'est un idéalisme qui a des prétentions de transformer la réalité. Et qui, de ce point de vue-là, a une attention très forte à la politique et notamment au droit et surtout à l'éducation. Voilà, on aura l'occasion de reparler tout de suite. Merci beaucoup, Père Olivier. Alors, moi, je vais essayer d'apporter un penchant, on va dire, un peu plus concret, comment tout cela se traduit dans la politique. Et je voudrais partir de deux choses qui ont déjà été évoquées par le Père Olivier, à savoir, d'une part, que les marxistes déjà disaient qu'ils voulaient déconstruire la famille. Il y avait une volonté de changer le monde. Or, il y a beaucoup de personnes qui ont un idéal pour changer le monde, qui part d'une bonne intention. Et qui ne voudrait pas aider les femmes qui sont pauvres, qui sont dans des situations où elles n'ont très très peu de dignité, ce qui est le cas dans certains pays comme l'Inde, le Bangladesh, etc. Donc lorsqu'on va nous parler des droits des femmes, par exemple, cela va souvent sonner comme quelque chose de positif, mais se cache derrière, sur le plan politique, tout un agenda. Et effectivement aussi, il y a des féministes qui se sont engagés pour promouvoir la cause des femmes à travers le monde, qui font cela avec une intention qui est bonne, enfin, ça part d'une bonne volonté. Et elles ne sont pas toutes d'accord avec ces théories assez extrêmes qu'on vient d'entendre. Donc il faut bien savoir qu'il existe effectivement plusieurs tendances et que toutes ne se rassemblent pas. Mais si l'on part de cet axiome de vouloir changer le monde en déconstruisant les stéréotypes des genres, eh bien, je voudrais partager quelques éléments à 3 niveaux différents. Donc, d'abord, le niveau mondial, à travers ce que fait l'Organisation des Nations Unies. Ensuite, puisque nous sommes à Bruxelles, au niveau de l'Union européenne. Et enfin, je prendrai un 3e exemple qui vient de mon pays, qui est la Suède, qui est, on peut dire, à la pointe du gender. Voilà. Donc, pour commencer avec l'ONU, il y a effectivement eu en 1995 la conférence des Nations Unies sur la femme à Pékin. Et cela a marqué le départ de l'introduction, comme cela a déjà été évoqué, du terme du gender. Depuis, on voit ce terme dans beaucoup de documents officiels des Nations Unies. Et à travers les agences des Nations Unies, on tente de mettre en place différentes stratégies. Alors, il y a les stratégies qui concernent l'émancipation des femmes sur le plan économique, mais souvent à travers ce qu'on appelle la santé reproductive et sexuelle, qui est un terme
qui, dans le cadre onusien, sous-entend un accès notamment à l'avortement sûr et légal, etc. On va parler de santé maternelle. Or, moi, je suis pour la santé des mères, mais je ne suis pas certaine que ce soit l'accès à la contraception, l'accès aux avortements qui pourra résoudre le nombre de grossesses qui se terminent mal dans des pays où il n'y a pas d'accès aux soins médicaux. Donc, il y a des manières de présenter ces choses qui sont biaisées. Et on va aussi essayer de conditionner les enfants. Et c'est ainsi que l'UNESCO a publié, je pense en 2008 ou 2009, des guidelines, donc des lignes directrices pour l'éducation sexuelle. Ces lignes directrices sont présentées pour l'école, donc à partir de l'âge de 4 ans des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près, donc proposant tout un programme pédagogique pour les professeurs. Vous noterez que c'est à l'école. L'UNESCO s'occupe de l'éducation et de la culture. Donc il n'est pas question de s'adresser aux parents et proposer quelque chose aux parents, ou bien proposer un dialogue avec les parents, mais il s'agit vraiment de proposer quelque chose dans le cadre scolaire. De la même manière, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a présenté des lignes directrices, et entre autres pour l'Europe. Il y a eu très récemment des parents en Espagne qui ont réagi très fortement à l'égard de ces lignes directrices qui ont été présentées pour les écoles espagnoles. Dans ces lignes directrices, on va parler de la sexualité en la détachant complètement de la dimension relationnelle. On ne parle pas d'émotion, on ne parle pas d'amour, mais on parle vraiment de la sexualité en termes sanitaires, d'une part, pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, etc., pour éviter les grossesses non désirées, mais aussi pour déconstruire tous les stéréotypes de genre. Donc, en fait, tout comportement sexuel se vaut. En descendant au niveau de l'Union européenne, il y a plusieurs organisations qui font la promotion de ce type de principe et qui ont à la fois une action auprès des institutions européennes, mais aussi avec tout un maillage au niveau national. Alors, vous avez une grande organisation qui s'appelle ILGA, ça veut dire International Lesbian and Gay Association, qui regroupe à son tour des associations dites LGBTQI, parce qu'on ajoute au fur et à mesure, vous avez entendu tout à l'heure que dès lors qu'on commence à inventer des genres, il n'y a pas de fin. Alors au début, on parlait de LGBT, maintenant c'est LGBTQ, et ensuite, maintenant c'est encore LGBTQI. Donc souvent, moi je dis un peu en rigolant que tant qu'à faire, on pourra ajouter tout l'alphabet d'un coup. Au moins comme ça, on saura qu'il y a peut-être une limite. Et donc cette organisation, en termes politiques, repose sur un principe qui a été introduit par le traité d'Amsterdam, donc traité de l'Union européenne, qui est le principe de non-discrimination. Et le principe de non-discrimination, on a essayé de l'étendre au-delà de la non-discrimination fondée sur le sexe à une non-discrimination fondée sur l'identité ou l'orientation sexuelle. Il faut savoir que l'Union européenne a une directive sur la non-discrimination qui n'inclut pas à ce stade l'orientation ou l'identité sexuelle, mais il y a une nouvelle version qui a été présentée. C'est la 5e version de cette directive. Cette directive est actuellement bloquée au niveau du Conseil européen, car il n'y a pas de consensus sur cette question parmi les États membres de l'Union européenne. Une organisation comme celle pour laquelle je travaille, nous nous efforçons d'empêcher l'adoption de cette nouvelle version de cette directive. Et en vertu de ce principe de non-discrimination, ILGA Europe, donc le bureau européen, reçoit des subventions de l'Union européenne à travers la Commission européenne et ses programmes structurels à hauteur de 1 million d'euros par an pour faire du lobbying. C'est ainsi qu'ils ont organisé, entre autres cette année, début mars, une conférence intitulée « La législation Frankenstein de l'Union européenne en matière de famille LGBT ». Ce qu'ils voulaient faire passer comme idée, c'est que la législation dans les États membres de l'Union européenne
n'est pas harmonisé en ce qui concerne les familles qui, eux, ils classent comme donc des familles LGBT, à savoir des familles composées de deux personnes de même sexe ayant des enfants de différentes manières. Je ne vais pas entrer à ce stade dans cette question de la définition de la famille, que ça mériterait encore plusieurs minutes, mais toujours est-il qu'ils font la promotion d'une ouverture de droit à des personnes vivant avec une personne du même sexe, avec des enfants, etc. Et tout cela payé avec l'argent du contribuable. Alors, si l'on descend au niveau national, la Suède est un pays qui pousse cette politique, non seulement au sein de la Suède elle-même, mais également dans l'Union européenne et à l'échelle mondiale. Tout d'abord, à l'échelle mondiale, la Suède conduit une politique bilatérale d'aide au développement qui est une des politiques les plus généreuses du monde. Si l'on regarde proportionnellement au niveau du PIB, la Suède est un des pays donateurs vraiment haut de la liste mondiale. Or, cet argent est conditionné par un agenda que l'on pourrait définir de LGBT et santé reproductive et sexuelle. Donc, en 2010, le gouvernement suédois a édité un document à destination de l'ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères pour expliquer comment, dans le dialogue bilatéral que la Suède peut avoir avec tous les pays qui reçoivent de l'aide, on doit introduire, renforcer ces principes donc de non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'accès à l'avortement légal et sûr, sans consentement parental, et ainsi de suite. Ce document n'a été préparé par rien d'autre que le planning familial suédois, qui est étroitement lié avec l'association nationale LGBT, donc qui travaille au fait main dans la main. Donc il y a beaucoup de choses à ce niveau politique qui sont enchevêtrées. De la même manière, le gouvernement suédois œuvre avec 4 autres gouvernements de l'Union européenne pour pousser cet agenda LGBT. J'ai évoqué à l'instant une conférence qui a eu lieu début mars à Bruxelles, organisée par ILGA Europe, sur la législation européenne, donc qu'ils ont décrit comme la législation Frankenstein. Frankenstein était un monstre, mais il était composé de différents morceaux. Donc ce qu'ils veulent faire passer comme message, c'est qu'il faut harmoniser, le monstre, ce n'est pas beau. Pour faire cela, ils ont plusieurs gouvernements qui sont à leur service, entre autres le gouvernement des Pays-Bas. Le gouvernement des Pays-Bas a un conseiller en politique internationale LGBT payé par le gouvernement néerlandais pour aller assister à des conférences internationales, pour informer sur ce sujet, mais faire, si vous voulez, un travail de lobbying financé par le gouvernement. Donc le gouvernement néerlandais, le gouvernement suédois, le gouvernement finlandais, le gouvernement flamand, non pas fédéral belge, mais flamand, et le gouvernement de la Grande-Bretagne se sont mis d'accord pour travailler de concert, pour pousser cet agenda au sein même de l'Union européenne. À savoir qu'à cela s'ajoutent d'autres pays comme la France ou le Danemark, dont les gouvernements actuels sont également d'accord pour pousser pour ces questions. Et enfin, en Suède, on a publié, il y a un mois à peu près, ce matériel pédagogique. Ça s'appelle « Sexe à l'école ». Alors, je ne vais pas vous le lire en suédois, mais c'est très intéressant parce que c'est le matériel sans doute le plus complet qui soit pour parler de sexualité, non pas de relation, mais de sexualité à l'école et de sexe. Et c'est bien intitulé « Sexe » et non pas « Sexualité à l'école ». Dans ce programme, on trouve, donc c'est à destination des enseignants, des exemples de comment parler de ces questions pour déconstruire notamment les stéréotypes de genre dans toutes les matières, dès la première année d'école obligatoire, c'est-à-dire à 7 ans, jusqu'à la fin du collège, donc 15 ans. Et ainsi, j'ai découvert aussi pour le lycée. Alors, par exemple, dans des matières comme la chimie, il s'agit d'apprendre quels sont les effets des composantes des lubrifiants sur les préservatifs.
Dans les cours de sport, donc normalement on apprend aussi à danser pendant les cours de sport en Suède. On danse la valse, les danses traditionnelles, etc. Mais ce sont des danses où il y a en général un homme et une femme qui dansent ensemble. Et donc là, il s'agit d'apprendre à danser deux garçons ou deux filles ensemble, donc et voir comment ça se passe et pourquoi éventuellement ces danses ne sont pas adaptées. Parce qu'effectivement, il peut y avoir un langage du corps un peu différent, etc. Mais comment la danse a pu aussi contribuer à créer des stéréotypes mâles-femelles. Je ne vais pas vous donner tous ces exemples, mais aussi au niveau de l'histoire, cours d'histoire, quels sont les lieux de rencontre LGBT historiques qui ont existé dans l'histoire et quels ont été leurs impacts. Apprendre à connaître des personnalités historiques importantes qui ont une relation avec la question de sexualité. Et parmi les noms, on trouve entre autres celle qui a fondé le planning familial suédois dans les années 30, planning familial suédois qui a ensuite contribué à créer la Fédération internationale du planning familial dans les années 50 et qui œuvre également au niveau international donc pour, entre autres, déconstruire ces stéréotypes. Il y a aussi des cours de religion obligatoires en Suède et je souhaite vous partager ce qui est dit là-dessus. Entre autres, on propose de regarder comment les différentes religions s'expriment à l'égard du mariage et quelles ont pu être les erreurs commises par les religions lorsqu'on parle de qui a le droit de se marier et qui n'a pas le droit de se marier. C'est-à-dire, est-ce que deux personnes de même sexe peuvent se marier ou non ? On a l'impression, honnêtement, que c'est un peu absurde, mais c'est ça qui a été financé par les plus grandes villes de Suède pour être proposé à la rentrée. Alors, est-ce que ça correspond vraiment, et ça sera ça mon point final avant d'ouvrir la discussion, est-ce que ça correspond vraiment à ce que veulent les jeunes ? Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples là-dedans. Je ne pense pas. Et il y a beaucoup de grandes enquêtes qui ont été menées pour savoir ce que les jeunes attendent de l'enseignement sur ces questions. Et ceux qui veulent savoir en général, c'est comment faire fonctionner une relation. Comment établir une relation stable. Ce n'est pas pour connaître ce qu'on propose ici, c'est connaître 20 positions différentes pour avoir des rapports sexuels. C'est apprendre comment regarder la pornographie pour stimuler son envie. Ce n'est pas ça que demandent les jeunes. Et il y a une grande enquête mondiale qui a été conduite et dont les résultats ont été publiés en mai cette année et qui présente deux éléments très intéressants. Les jeunes, donc entre 16 et 29 ans qui ont été interviewés, il s'agit de quelques milliers de jeunes de pays à travers le monde, de grands pays comme la Russie, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, aussi des pays européens. Eh bien, ceux qui considèrent comme étant le plus digne de respect, ce ne sont ni les personnes qui ont réussi professionnellement, qui ont fait une belle carrière, ni même ceux qui auraient contribué à sauver le monde, mais ce sont les personnes qui ont réussi à garder leur famille unie et qui ont été des bons parents. C'est ça que révèle cette étude, que considèrent ces jeunes comme étant le plus digne de respect. Et enfin, l'étude souligne que on voit qu'il y a une nouvelle tendance. Depuis les années 60, c'est cette catégorie de la population entre 16 et 29 ans qui ont eu les valeurs les plus progressistes. Mais il y a un tournant. Et alors, dans la synthèse qui est faite de cette enquête, l'auteur se pose la question à savoir, beaucoup de ces jeunes ont eux-mêmes grandi soit dans des familles séparées, ils ont vécu des divorces de leurs parents, ou bien ils ont eu des amis très proches qui ont été dans ce type de situation familiale. Donc, il n'y a pas eu de stabilité dans les relations. Et peut-être bien que cela commence à influencer ce que les jeunes expriment comme désir, non pas seulement pour eux-mêmes, mais pour la société, et ce qu'ils cherchent dans la société.
Et donc, moi, pour ouvrir ce débat, je souhaite vraiment poser une question qui est savoir, une fois qu'on sait que tout cela existe, comment peut-on agir ? Car c'est une chose d'avoir des politiques qui font la promotion de ces idées, c'est une chose d'avoir des penseurs qui en font la promotion, mais que pouvons-nous faire, et c'est bien ça aussi le thème de ces rencontres, hein, à la lumière de notre foi, pour proposer des pistes concrètes pour chacun œuvrer là où il vit, là où il agit selon ses talents. Car on ne peut pas dénoncer sans proposer. Et il est important de chercher des réponses qui soient des réponses fondées sur la vérité pour peut-être changer le monde à notre façon. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, ne pas sombrer dans un désespoir. Mais pouvoir regarder l'avenir avec confiance, et surtout pour ceux qui ont des enfants ou qui un jour auront des enfants, eh bien, savoir qu'on propose des pistes qui permettent de se construire en tant que femmes et hommes libres. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions pour ouvrir peut-être d'abord. Et on peut faire passer le microphone parce que tout est enregistré, donc ça permettra de bien suivre. Ou des réactions, ou des idées. Merci beaucoup pour ces propos très intéressants. Moi, j'avais envie de savoir si, de votre expérience, vous aviez, peut-être c'est un peu nous mâcher le travail, mais si vous pouvez nous parler d'initiatives qui fonctionnent, et aussi peut-être nous dire si la position qu'a prise la Russie, qui de l'extérieur paraît un peu dire bon, on interdit tout, il n'y a plus d'expression possible sur ces sujets. Est-ce que finalement c'est une bonne approche ou est-ce que ça va au contraire renouveler encore l'oppression dont peuvent avoir l'impression, que certains peuvent avoir l'impression de ressentir sur leur choix de vie, leur manière de vivre. Voilà. Alors, pour répondre sur la Russie, donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, la Russie a adopté au mois de juin une loi qui interdit la propagande à contenu homosexuel, enfin qui encourage à des comportements homosexuels parmi les jeunes. C'est une loi qui avait également été proposée au Parlement ukrainien et aussi la Lituanie a fait une tentative d'introduire une telle loi il y a, je pense, maintenant 2 ans. Et à ce moment-là, il y a quelques parlementaires au Parlement européen qui se sont beaucoup agités pour essayer d'empêcher la Lituanie de faire cela. Alors, la Russie n'est pas dans l'Union européenne, mais fait partie du Conseil de l'Europe, qui compte 47 États membres. Au moment où cette loi a été votée en juin, dans les jours qui suivaient l'adoption à la Douma, donc le Parlement russe, un texte était présenté à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Assemblée parlementaire qui est constituée de délégations des parlements nationaux des 47 États membres. Et ce texte était intitulé « La non-discrimination fondée sur l'identité de genre ». Alors, par le jeu d'amendements, il y a quelques amendements qui ont été introduits dans ce texte qui concernaient notamment la Russie et qui condamnaient la nouvelle loi russe. En tant que lobbyiste, j'étais sur place et j'ai fait ce qu'on appelle une recommandation de vote. Donc, j'ai écrit à l'ensemble des membres de l'Assemblée parlementaire pour dire que nous les encouragions, d'une part, à adopter ou refuser certains amendements et même, si possible, rejeter complètement ce texte. Et pourquoi on a demandé le rejet ? C'est parce que nous voyons qu'il y a une opposition qui est en train de se créer. Si vous regardez une carte de l'Europe, les pays qui ont légiféré pour autoriser le mariage, l'adoption, etc., pour 2 personnes de même sexe, se trouvent tous à l'ouest.
dans ce qui était anciennement le bloc ouest. Dans le bloc est, il n'y a aucun pays pour l'instant qui n'a légiféré en ce sens. Il y a eu une tentative notamment en Slovaquie d'introduire une forme d'union civile, un peu comme le Pax français, il y a quelques mois, et cette proposition a été rejetée. Donc, dans le cas de l'Union européenne, il y a une pression qui est exercée sur ces pays pour s'ouvrir davantage. Il y a donc la question de la non-discrimination qui est à l'ordre du jour. Donc, il y a une grande pression sur cet État au sein de l'Union européenne. Mais il y a aussi les pays plus à l'est de l'Europe qui ne sont pas membres de l'Union européenne, ce qui est le cas de la Russie. Et ces pays-là ont, en fait, peut-être plus de liberté. Il y a aussi une autre culture, je pense, qui leur permet de s'exprimer d'une autre façon. Toujours est-il que l'Assemblée parlementaire a adopté le texte avec les amendements qui condamnaient la Russie. Donc ça, c'était 4 jours après l'adoption dans la Douma. Le débat au sein même de l'hémicycle avant l'adoption était animé, mais on voyait qu'il y avait tout à fait un accord politique au sein de certains groupes pour pousser pour ce texte. Donc le texte a été adopté. 3 jours plus tard, Vladimir Poutine a promulgué la loi, alors que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avait fortement condamné ce texte. Donc on voit qu'il y a un jeu de pouvoir. Et la Russie est en train de prendre une position forte sur ces questions. Elle ne veut pas se laisser dominer. C'est une grande puissance. Elle est en droit de faire ce qu'elle fait. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de le faire, à vrai dire. Maintenant, ce qui s'est également passé en Russie, c'est qu'il y a eu des débordements. Et depuis que la loi a été passée, il y a des personnes qui en ont profité pour humilier publiquement des personnes homosexuelles. Et ce type de comportement-là n'a pas lieu d'être non plus. Car ce sont des humiliations qui sont très dégradantes, qui ont été exercées à l'égard de certaines personnes. Donc c'est une question qui ne peut pas être traitée de manière catégorique. D'empêcher la propagande auprès des personnes mineures, pour ma part, je ne vois pas de problème à faire cela. Maintenant, il faut voir comment une loi peut être aussi instrumentalisée. Et je pense que dans ce cas précis, il y a eu certains débordements qui montrent l'importance de savoir aussi cultiver notre regard sur l'autre et savoir accueillir les personnes avec miséricorde, quelle que soit leur vie. Et je pense que là, nous avons peut-être aussi quelque chose à faire pour créer une paix sociale plus profonde. Pour aller sur l'autre versant, plus immédiatement accessible à tout le monde, moi je vois 4 petits points pour comment agir. Tout d'abord, bien vivre soi-même la différence homme-femme. C'est bête à dire, mais on a tous à se réconcilier avec notre masculinité et puis avec la différence. Donc je pense que vraiment, voilà, et de pouvoir le vivre de façon ajustée, quel que soit son état de vie, dans le mariage ou dans le célibat. C'est un défi c'est pas extérieur à nous, quoi. Donc si on le vit de façon heureuse et belle, voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, vivre intelligent aussi, c'est-à-dire être au courant de ce qui se passe et d'avoir un souci, si on est en charge d'enfants, éducatif. Moi, je suis très, très sensible au fait que on est planté dans un lieu et c'est à partir de ce lieu qu'on peut agir. Si je suis marié et que j'ai des enfants en bas âge, eh bien voilà, c'est le premier lieu où je peux agir, en étant particulièrement attentif à ce qu'ils vivent, ou si j'ai des adolescents. Notamment par rapport aux adolescents, par exemple, l'importance de la disponibilité, du temps d'écouter les adolescents, de pouvoir les veiller à ce qu'ils soient dans différents groupes, pas uniquement l'école, mais des groupes qui aient, par exemple, un commun dénominateur et qui soient en cohérence avec les options éducatives. Donc tout ça, ça prend du temps, de l'intelligence, du cœur, de l'investissement. Si on ne s'investit pas là-dedans, Alors,
Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, comment agir, vivre aussi avec, donc bien vivre soi-même, vivre intelligent avec ses enfants, vivre avec le souci des autres aussi. Donc, si mon enfant est à l'école, je prends par exemple en première primaire ici en Belgique, il y a une maman qui a vu qu'il y avait tout dans le manuel scolaire catholique néerlandophone, il y a dans le genre qui est là avec quelle famille, quelle est ta famille. Alors on voit différentes, les 5 ou 5 familles, donc la famille, voilà les 5 familles, les 5 nouveaux modèles familiaux comme on dit. Donc homoparental, monoparental, hétéroparental. Donc, elle a réagi. Bon, donc, il s'agit je pense que c'est important de pouvoir réagir et de pouvoir aller voir l'institutrice ou voir c'est bête à dire, mais c'est comme ça que l'action commence. Et puis de se dire, tiens, est-ce que je suis la seule à réagir ou le seul à réagir, ou bien est-ce qu'il y a d'autres parents et alors s'associer et aller voir le directeur. Vous voyez, je pense vraiment, moi, en fait, on se croit, on a souvent le syndrome de l'impuissance. On dit, oh, c'est comme ça, et puis on laisse tout aller. Mais en fait, si on saisit les occasions qui sont données et qui sont à notre portée, qui sont donc de notre responsabilité, on ne peut pas tout changer, on ne peut pas faire le travail que fait Maria. Alors peut-être que certains d'entre vous seront appelés ou sont appelés à rentrer dans des associations plus grandes et à œuvrer au niveau politique, etc. Mais il ne faut pas nécessairement s'engager en politique, peut-être qu'il y en a qui s'engageront en politique, mais donc de repérer, mais où est le lieu où j'étais planté, comment je peux agir. Et puis alors je dirais par ailleurs, ça, c'est un autre domaine, mais quatrième élément important sur comment agir, je crois qu'on a des grands alliés qu'on ignore. D'abord, c'est l'alliage de la réalité, on est dans la réalité. Et aussi, dans cette perspective-là, des éducateurs et des psychologues. Évidemment, après, il peut y avoir des éducateurs ou des psychologues qui sont idéologisés, mais fondamentalement, quand un éducateur ou un psychologue a un jeune en souffrance, voilà, je veux dire, il n'y a pas 100 000 façons de l'aider à se sentir mieux. Voilà. Alors évidemment, on peut empirer les choses, et puis il y a des psychologues qui sont sans doute fort éloignés de la réalité, mais je discutais, c'était un petit élément, mais j'allais à Paris pour donner une conférence sur le gender, et je trouvais que mon discours était un peu trop musclé, et je me suis trouvé à côté d'un psychopédiatre, en fait très, très réputé et non chrétien. Et alors, dans le train, je m'en suis rendu compte parce qu'il est en train de lire, pas qu'il était très réputé, mais c'est après ça, mais qu'il est en train de lire des histoires d'éducation. Alors on a discuté et il était d'une sévérité, mais effroyable sur cette question du genre, qu'on veut imposer à l'école et autres. Donc, je veux dire, ne croyons pas que le monde va dans un sens et puis non, il y a la réalité, puis il s'agit de bien vivre la réalité avec les alliés naturels de la réalité. Il y a d'autres remarques, réactions? Oui, objections. J'ai 2 questions. Une première sur la Suède, sur les écoles primaires et maternelles où on appelle les enfants avec le pronom hon, neutre, c'est ça? Ouais, le neutre là. Comment ça se passe et qu'en pensent les parents? Ça, c'est la première question. Et ensuite, dans le contexte du gender, quelle place pour le trouble, donc le trio de personnes, ou le couple, quelle place pour ces nouvelles formes de vie, et pourquoi vous n'en avez pas parlé? Parce que c'est une revendication qui existe aussi. Donc, je vais passer tout de suite pour la Suède, mais évidemment que dans la théorie du gender, si je veux avoir une identité à plusieurs, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, c'est peut-être un peu trop transgressif. Aux Pays-Bas, on parle de pluriparentalité. Il y a des choses qui ont été imaginées au niveau parlementaire, dans le cabinet du ministre, etc. Donc, mais c'est dans la logique, évidemment. C'est dans la logique, mais il faut faire attention de ne pas introduire des choses qui heurtent trop vite la mentalité, mais ça va venir. Je pense aussi que la question de l'inceste, de la levée partielle de l'interdit de l'inceste va venir ou vient aussi au jour. C'est logique, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, quand j'ai dit qu'il y avait plusieurs, il n'y en avait pas que 5 ou 7, mais qu'il y en avait un nombre assez. Mais là derrière, fondamentalement,
Ça, c'est quelque chose que je voudrais transmettre. Hein. Mais moi, quand je me présente à vous, je me dis bonjour, je m'appelle Olivier. Je ne dis pas bonjour, je me présente, je suis hétéro, ou bien je suis homo, ou bien je suis bi-opéré. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout. La personne est tellement plus grande que son comportement sexuel. C'est une réduction de l'identité qui est en fait effroyable. De définir, de décrire quel que soit le comportement sexuel qu'on peut avoir, de décrire une personne par son comportement sexuel. Pour moi, je suis choqué par cela, parce que je trouve que c'est un manque de respect profond des personnes, et spécialement aussi des personnes qui souffrent dans leur identité. Je me souviens, j'avais une objection forte lors d'une conférence, et puis, alors j'étais à un niveau religieux, mais je dis, vous savez, le Christ, il n'a pas demandé si on était homo ou si on était hétéro, il est mort pour tout le monde. Hein. Donc je veux dire, l'identité est tellement plus en amont que son comportement sexuel. Je ne dis pas que le comportement sexuel n'a pas d'importance et qu'il n'a pas une influence et des conséquences sur l'identité qu'on se construit comme on peut, vaille que vaille, avec des hauts, des bas, avec des moments enthousiasmants et des moments moches ou des moments... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, mais on est tellement plus que notre comportement sexuel, vous voyez. Et c'est ça le point qui me semble le plus critiquable possible dans cette théorie-là. Voilà. Alors, au niveau, avant de passer le micro, de la Suède, c'est intéressant de voir que les enfants, selon certaines études psychologiques qui ont été faites, qui n'ont pas des clairs repères sexués identifiés, sont dans un monde confusionnel et sont obligés de fabriquer, de fantasmer des repères qui ne correspondent pas toujours à la réalité ou alors qui vont caricaturer la réalité. Et donc, comme tel, moi je pense que c'est un crime contre l'identité d'une personne en élaboration que de ne pas aider un petit garçon à réaliser qu'il est petit garçon. Ça veut surtout pas dire de l'empêcher à jouer à la poupée s'il a envie de jouer à la poupée. Ça, c'est très important qu'il puisse s'exprimer selon et découvrir les différentes facettes de son identité humaine. Hein, donc, c'est pas ça que je veux dire, mais l'aider à accéder peu à peu à son identité de petit garçon qui n'est pas la même qu'une identité de petite fille. Et je voudrais juste rejoindre ce qu'a dit le père Olivier. Je pense que ce que font les lobbies LGBT, ils se prononcent au nom de quelques personnes. Mais la grande majorité des personnes qui seraient concernées, qui ont un penchant homosexuel ou autre, ne sont pas d'accord avec les positions politiques prises par ces lobbies. Et pour moi, il s'agit vraiment d'une véritable prise en otage de beaucoup de personnes qui se considèrent comme homosexuels, bisexuels, transsexuels, etc. Parce que c'est un agenda qui est radical. Et beaucoup ne souhaitent pas une législation qui aille dans le sens du mariage, l'adoption, le recours aux mères porteuses. Enfin, il y a d'autres expressions d'ailleurs qui sont meilleures que mère porteuse. Il y a gestation pour un tiers ou bien la maternité de substitution. Parce que ce qui est une contradiction, entre parenthèses dans les termes, maternité de substitution. Parce que c'est de l'antimaternité que de considérer que son ventre est une sorte de matrice technique pour fabriquer des enfants. Donc, moi, le terme que j'utilise quand j'enseigne sur ces matières-là, c'est une femme productrice d'enfants. Et donc, je pense vraiment que cette prise en otage va très loin. Savoir que, par exemple, parce que il y avait la question des tricouples, enfin triuples, quadruples, et je ne sais pas comment prononcer tout ça. Mais celui qui a été le promoteur pour le mariage pour les personnes de même sexe aux Pays-Bas, je n'ai pas son nom en tête, c'est quelqu'un qui est engagé plutôt en politique. Il est connu comme le père du mariage gay aux Pays-Bas. Dans une interview récemment donnée, cette année, il y a quelques mois, au magazine gay français YAG, donc YA2G, qu'on trouve en ligne, il dit très très clairement que la prochaine étape, une fois qu'il y a le mariage pour deux personnes de même sexe, c'est le mariage pour plusieurs personnes. Hein? Actuellement, on est en train de promouvoir ça sous le label polyamour. Aux États-Unis, il y a une
un sitcom, en tout cas, il y a une série qui a été lancée, diffusée, où on voit donc plusieurs couples qui ont des relations entre eux, qui vivent très heureux, etc. Tout ça, c'est un travail culturel pour faire accepter l'idée que les relations à plus que 2 adultes. Donc là, il n'y a pas de mineurs concernés, mais ce sont les adultes. C'est acceptable. En Suède, le premier quotidien suédois, en sachant que la presse écrite est importante et lue en Suède, a fait cette année une série d'une 15aine d'articles sur le polyamour. Chaque jour, dans ce journal, il y a un article sur quelque chose qui a trait à l'homophobie ou d'autres expressions de ce genre-là. Donc, il y a une vraie volonté culturelle de pousser en ce sens. Maintenant, pour répondre à la question sur les écoles maternelles en Suède. Donc, il y a certaines écoles qui appliquent ce qu'on appelle la pédagogie du genre. Ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Mais cette pédagogie est enseignée dans les universités. Ce sont des cours optionnels, donc il n'y a pas de cours obligatoires. Il y a une directive au niveau du ministère de l'Éducation qui introduit la notion de une pensée critique à l'égard de tout ce qui est normatif. Donc, entre autres, c'est la déconstruction de stéréotypes, etc. Et donc, il y a certaines écoles qui ont été des écoles plutôt pilotes. Donc, il s'agit vraiment des écoles maternelles et non pas de l'école élémentaire, où on introduit ce type de pédagogie. Et alors, il y en a où ils reçoivent beaucoup d'attention de la part de la presse et des médias. Mais c'est intéressant de constater que dans la ville de Stockholm, il y a plusieurs écoles maternelles qui appliquent cela. Et selon les quartiers, l'attente ou le désir des parents de mettre leurs enfants dans ces écoles diffère. Dans les quartiers plutôt aisés, où donc la population a une éducation supérieure en général, les parents sont beaucoup moins enclins à mettre leurs enfants dans ces écoles. Dans les quartiers un peu moins favorisés, ils veulent aller avec ceux qui leur semblent modernes et donc mettre leurs enfants dans ces écoles. Je schématise bien entendu un peu, mais il y a vraiment un fait sociologique. Et je pense que la culture joue beaucoup. Alors on a introduit un pronom neutre qui a été inventé de toutes pièces. Donc c'est ni il ni elle, mais c'est pas on non plus. C'est vraiment un troisième pronom. Et ce pronom n'a pas encore été accepté pour être utilisé dans les débats parlementaires. Donc il y a des parlementaires qui font la promotion, qui essayent de glisser ce mot où ils peuvent, mais ce n'est pas encore dans le dictionnaire officiel de la langue suédoise. En revanche, dans la presse, dans les médias, on retrouve ce mot très 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 couramment. Mais au fond, est-ce que ça change vraiment la réalité ? J'ai regardé la semaine dernière une interview avec une féministe très connue en Suède, qui a été engagée dès les années 70. Mais une femme qui enseigne, qui est universitaire, qui a une très très bonne formation et qui enseigne notamment en Finlande. Et elle n'est pas du tout d'accord avec le fait de mettre... il y a des conseillers du genre en Suède, dans les institutions publiques, dans les municipalités, au niveau départemental, etc. Et elle n'est pas d'accord avec cette approche. Parce qu'elle pense que ces personnes qui viennent avec une formation en théorie du genre ne sont pas assez bien formées. Ce n'est pas assez approfondi. Parce qu'elle, son souci, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Et non pas cette déconstruction des stéréotypes du genre. Et cette femme vit en Finlande, et dans la langue finlandaise, finnoise, il y a ce pronom neutre depuis toujours. Donc ils n'ont pas eu besoin de l'inventer. Et elle dit, ça ne change rien. Je ne crois pas que ça puisse changer quelque chose, parce que ça ne change pas la réalité des choses. Donc, en Suède, je ne sais pas où ça va aller. Pour l'instant, il y a vraiment une montée idéologique pour pousser pour ce mot. Moi, je pense que la meilleure antidote, c'est la réalité. Moi, je suis une femme, effectivement, je ne me présente pas comme étant hétérosexuelle ou autre, mais c'est toujours utiliser aussi le vocabulaire qui décrit la réalité des choses et non pas quelque chose qui est inventé et qui est une invention d'ordre sociologique. Merci. Ceci étant dit, il y a tout un travail qui est fait sur le langage. On parle plus de mère, mais de maternalité.
et même maternalité fait encore trop référence à une association entre l'aspect biologique femelle et l'aspect féminin mère, et donc il vaut mieux utiliser parentalité au neutre. Hein. Il y a plusieurs parentalités dont l'enfant a besoin pour se construire, etc. Ce qui est légitime parfois au point de vue psychologique ou psychiatrique. Quand quelqu'un manque de repères paternels, ben, il y a un souci du psychologue de trouver qui va exercer cette paternalité-là. Mais c'est toujours le danger de dissocier la personne dans son identité unique de la fonction qu'il joue. Voilà. On a jusque quelle heure ? On a encore 2 minutes, je pense, avant la pause café. Oui. Merci. Est-ce que vous avez une explication ou des pistes d'explication pour les raisons pour lesquelles cette théorie du gender prend tellement d'importance, alors que vous dites que beaucoup de personnes sont prises en otage ? Est-ce que c'est l'attrait d'une liberté ou pseudo-liberté, ou bien de la modernité qu'elle semble véhiculer ? C'est une immense question. C'est la question principale en fait que je me suis posée. Pourquoi est-ce que cette théorie a tellement de succès ? Pourquoi est-ce qu'elle elle s'impose partout ? Alors, bon, il y a première chose à dire, c'est qu'il y a une nuance à faire. Beaucoup de gens ne voient pas ce qu'il y a derrière le gender. Hein, et il y a beaucoup de gens de bonne volonté qui pensent simplement que le gender, c'est une façon un peu moderne, tendance de dire ce que la sociologie des temps passés, la différence entre l'acquis et l'inné. Hein, c'est une catégorie qu'on a toujours utilisée. Ben voilà, le gender, c'est plutôt de l'ordre de l'acquis et le sexe, c'est plutôt l'inné. Donc, il y a beaucoup. Je crois que la grande majorité ne voit pas ce qui se passe. Bon. Mais ça, c'est pas encore répondre à la question. Personnellement, il me semble que nous sommes au lendemain d'une désillusion par rapport à beaucoup d'idéologies, et que là, il y a, c'est une forme de pensée et de projet mobilisateur qui est passionnant parce qu'il peut tout remettre en question et tout recréer et tout transformer. Et donc il y a une sorte d'hypertrophie de la liberté individuelle et collective qui est très forte. Donc c'est en lien très fort avec l'ultralibéralisme, je le pense profondément, et je pourrais le montrer. C'est intéressant aussi, il faudrait que les philosophes travaillent, et puis les autres, de voir à quel point beaucoup de philosophes du XXe siècle ont préparé l'avènement de ce genre de réflexion. Hein. Donc je pense qu'il y a toute une analyse philosophique à faire. Je citais Derrida, mais on pourrait citer évidemment Simone de Beauvoir, on pourrait citer plein d'autres auteurs. Et donc, cette théorie du gender radical a le chic de rassembler, de cristalliser toute une série de courants. Alors, par ailleurs, je crois aussi que, mais là je parle maintenant en tant que prêtre, je crois aussi que c'est le signe d'une crise spirituelle profonde par rapport à l'identité. En fait, on ne sait plus très bien qui on est. Et quand on ne sait plus très bien qui on est, ben, on va essayer de se définir par le truc au moins qui est sûr, quoi. C'est mon comportement sexuel. Ça au moins, c'est basique, ça se voit, c'est clair, etc. Et que je puisse le choisir et qu'on me foute la paix, et que je puisse maximaliser mon plaisir, que je puisse choisir mon économie sexuelle qui me plaise, etc. Et puis voilà. Donc, je crois que il y a une crise spirituelle par rapport à l'identité qui est forte et qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il ne faut pas trop vite penser qu'elle existe uniquement à l'extérieur de nous. Je vous permets de vous raconter ici une toute petite expérience qui m'est arrivée. Je priais dans une église à Saint-Nicolas-Bourse et tout d'un coup, il y a une dame qui arrive avec ses talons, clac, 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 comme ça. Hein, et puis elle dit à son enfant, va vite dire à papa que maman arrive tout de suite. Alors l'enfant se met à courir dans l'église pour rejoindre un adulte dehors. Et puis, elle me dit très gentiment, mon père, j'ai dit, oui madame, est-ce que vous ne pourriez pas me rebaptiser ? Je lui dis, oui, je peux, sans problème. Enfin, oui, vous voulez être baptisé ? Non, rebaptisé. Ah bon ? Oui, parce que quand j'étais enfant, j'étais un garçon. Et tout de suite, elle me redit, et est-ce que c'est vrai que l'Église est contre les gens comme moi ?
Et à ce moment-là, enfin, je vous promets que c'est ça qui s'est arrivé. J'ai senti en moi comme un abîme qui s'ouvrait. Et je me suis dit, mon Dieu, en moi-même, d'abord, j'ai senti un petit peu de l'abîme de souffrance dans lequel elle a dû être plongée, cette personne. Et puis alors, je lui ai dit comme ça a dû être vraiment, à certains moments, vraiment très, très douloureux. Ça a dû être un grand désert. Alors, elle m'a dit avec une sorte de oui. C'était impressionnant, hein, comme ce oui comme ça. Alors je dis, vous savez, l'Église est vraiment un amour tout à fait privilégié par rapport aux personnes qui sont dans des grandes souffrances comme ça, etc. Et je sentais son visage se décrisper un peu. Et puis alors, elle me dit comme ça, mais alors vous allez me rebaptiser. Et je lui ai dit, à ce moment-là, on est inspiré. Hein, parce qu'on peut pas, il faut pas vouloir se préparer à ce genre de confrontation. Je lui ai dit, mais vous savez, votre identité, vous l'avez reçue, votre identité la plus profonde, vous l'avez reçue le jour de votre baptême. Lorsque, porté par les bras peut-être de vos parents ou de quelqu'un d'autre, vous avez été enfant de Dieu. Et là, vous êtes enfant de Dieu pour toute l'éternité. Et à la limite que vous soyez homme ou femme, c'est important, mais c'est second. Hein. Et donc, c'est sur le fait que vous soyez enfant de Dieu que vous pouvez construire toute votre vie. Et c'est le rocher. Et je l'ai senti un beau sourire. Chaque fois que j'en reparle, je revois ce sourire. Vraiment, elle m'a dit un merci touchant. Et puis, elle est repartie en claquant des talons. Clac, 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 comme ça. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que, donc, pour répondre à la question, il y a vraiment un mystère spirituel là, moi, que je travaille pour l'instant sous la catégorie de nomadisme de l'identité. Hein. Voilà, comme nous sommes tous des nomades de l'identité. Notre identité, qui êtes-vous, hein? Vous le savez, vous pouvez donner les caractéristiques, etc. Mais fondamentalement, qui êtes-vous, hein? Si on ferme les yeux, on se dit, mais qui suis-je profondément? Donc, on a tous nos abîmes, nos cheminements, etc. Et donc, de pouvoir reconnaître ces abîmes en nous et de permettre c'est le prêtre qui parle, hein, mais pas uniquement, mais de pouvoir accueillir l'autre qui vit ces abîmes enfin, comme ça, quoi, fraternellement, je pense que c'est un grand principe d'accueil. Mais je n'ai pas parlé comme ça avec des théoriciens du gender. Hein. J'ai été discuter avec deux personnes qui s'occupent dans leur parti politique de ces questions-là. Vous savez, entre parenthèses, qu'en Belgique, tout est gender budgété. Hein. N'importe quoi, hein. Un feu signale, il y a tout le temps une incidence sur n'importe quoi, l'incidence du genre pour n'importe quel crédit public alloué. Bien, face à ces personnes-là, par exemple, avec qui j'ai discuté, j'aurais simplement dit à la fin de la discussion, qui était très, très sérieuse, c'était plus facile de discuter avec la juriste qu'avec la sociologue. Je lui ai dit, vous êtes toutes les deux mamans. Elles m'ont dit oui. Et pour vos enfants, qu'est-ce que vous souhaiteriez profondément? Est-ce que vous voulez une sorte de ce que vous m'avez décrit ou pas? Et alors là, j'ai eu droit de nouveau à des petits sourires qui sont beaucoup plus parlants que. Donc je pense que oui. Alors, une dernière petite chose, je pense aussi que c'est très, mais on pourrait en reparler plus loin, c'est très commode. Donc, aussi, c'est un concept qui est peut-être assez opérationnel pour le type de mondialisation qu'on veut faire. On veut essayer bon, je pense qu'il y a ça à penser. Et puis, je pense aussi, il ne faut pas être naïf, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont fondamentalement opposés à la civilisation judéo-chrétienne, basée sur la personne, sur la relation, et qui trouvent. Mais je pense qu'ils sont très minoritaires. Moi, je ne pense pas à la théorie du complot, mais je suis pas informé suffisamment, mais spontanément, je suis réticent à ce genre de choses-là, parce qu'en plus, ça ne nous aide pas. Mais je pense vraiment qu'il y a des gens aussi qui sont organisés et qui veulent un autre type d'universalité que propose la catholicité, en quelque sorte, qui est un universalisme basé sur la personne humaine dans ses relations avec autrui, sur la différence. Parce que, et je termine par là, pardon, hein, mais en fait, paradoxalement, la crise du gender, c'est la crise de la différence. C'est-à-dire que je n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un qui soit différent, en fait, fondamentalement. Moi, j'ajouterais très rapidement que je pense que d'une part, il y a un regard qui a changé sur la sexualité. Dès lors qu'on a séparé la procréation, l'amour, la conjugalité, ce qui a été rendu possible par l'accès à la contraception, etc. Donc ça, c'est tout un autre débat, mais ça a changé
le regard sur la sexualité. Et donc, nous ne portons plus le même regard sur cela. Et puis il y a aussi, et ça c'est depuis la Révolution française, et là je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ces questions-là, mais il y a vraiment un refus et un rejet de l'autorité. Il y a un rejet du Père, hein, Dieu le Père. Hein. Et donc, si Dieu le Père, en chrétien, nous croyons que c'est notre Créateur, mais si nous refusons le Créateur, nous nous mettons à la place du Créateur, effectivement, tout est possible. Nous pouvons inventer autant de genres que nous voulons. Donc, il y a cela. Après, moi, je ne crois pas non plus qu'il y a un complot. Ça, non. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent de manière très déterminée, qui ont réussi à réunir les fonds pour mener ce travail, qui est un travail d'ordre politique, en grande partie. Et là, il y a George Soros, qui est une grande fortune, qui finance beaucoup de ce type d'organisation, et il y en a d'autres. Donc, il y a beaucoup de moyens derrière aussi, ce qui permet de donner une impression qu'on représente beaucoup de personnes, alors qu'en termes de représentativité, c'est assez limité. Je vous propose de continuer nos discussions autour du café qui doit nous attendre dans le péricycle, où vous trouverez également ce petit tract. Donc, il y a un stand de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe, pour laquelle je travaille. Et vous trouverez ça, et c'est sur le genre à l'école. Parents, êtes-vous informés? Donc, c'est très bref, et j'en mettrai, si jamais c'est épuisé, j'en remettrai tout à l'heure. Merci.